on parle bien de la façon dont on repose aujourd'hui les processus par lesquels on innove. C'est l'innovation dans les processus d'innovation, qui est un thème extrêmement central. Et comme le professeur Roger l'a bien montré, ça remet en cause toute une série de piliers, d'archétypes que nous avons tous en tête et avec lesquels nous fonctionnons tous les jours. Un commentaire, Marie-Laure? J'aurais plein de questions. Enfin, merci. Vous allez devoir. Et cette question fondamentale de la frontière, des limites d'une organisation, etc., c'est quelque chose qui se pose et qui se posera de manière de plus en plus marquée. Car on le voit bien, nous ne sommes plus dans des univers bunkerisés. Et si nous sommes à l'intérieur d'universités bunkerisées, il y a de fortes chances pour qu'un de ces jours, la porte d'entrée soit fermée au béton aussi et qu'on soit en train de crever à l'intérieur. Les choses, fondamentalement, doivent évoluer vers cette ouverture. Et j'en profite pour dire, Anne, tu es là, que dès le 1er septembre à l'ESSEC, nous mettons en place un Innovation Lab, un laboratoire d'innovation, mais que nous avons pensé comme justement une structure complètement ouverte. Il y aura physiquement une Innovation Fab, donc Factory, donc un lieu physique qui va être effectivement l'usine quelque part, mais l'idée sur lequel, le projet que nous sommes en train de construire est un projet d'ouverture complète et permanente, à la fois sur le plan humain, mais utilisant aussi tous les supports virtuels que l'on peut imaginer. Et nous espérons effectivement par cet intermédiaire complètement aller dans le sens de ce mouvement qui est celui qui est décrit ici. Innocentive dont on parlait est né en 2001. Donc c'est effectivement quelque chose qui est récent, ça a moins de 10 ans, 2001, Innocentive. Born in 2001. Et c'est déjà en train de changer complètement la donne en matière même de R&D, puisqu'on est autour de... Voilà. Je vais demander aux intervenants de la table ronde de venir prendre place. Question de Bernard Gussac, Chantal Devisé, Karine Saliège et Patrick Desor. Si vous voulez bien prendre place ici rapidement, pour que l'on puisse aborder cette première table ronde. Quelques contextes sur cette table ronde que nous initions donc sur la problématique dépasser les frontières de l'agence, espace de l'expérience qui est du futur. La problématique évidemment à la fois complexe et audacieuse, car évidemment, donc ça va être pour les intervenants que j'ai ces quelques propos liminaires. Cela sous-entend bien sûr plusieurs aspects dans la notion de frontière. Frontière que l'on doit dépasser dans l'articulation de la relation client avec son prestataire de service, d'une part. Frontière géographique, du virtuel, Internet, au réel agence, dans l'internationalisation du concept. Frontière bien sûr organisationnelle également, du concept à sa réalisation, la distinction entre l'amont et l'aval, au sein même d'une entreprise, entre les collaborateurs par exemple. Cela s'effectue dans un sens à la fois pratique et physique, émotionnel, tout ce qui conditionnera bien sûr l'expérience client. L'espace se questionne tout naturellement dans la matérialisation, les nouvelles délimitations dans les espaces, qu'ils soient virtuels et multicanal. Cela incombe plusieurs enjeux que je formule pour les interventions sous axe de réflexion et pendant vos présentations successives, vous pourrez les aborder sous une forme ou sous une autre. Le premier, c'est que les clients sont forcément de plus en plus mobiles, autonomes et informés, et comment les retenir ou les laisser relier aux agences, c'est la partie des premières questions. Dans le service, c'est bien entendu l'expérience client que l'on retient. Comment l'agence physique peut-elle répondre à la recherche de sensations et d'émotions, d'expériences particulières, d'émotions, pour ne pas être justement dans la redondance et une succession systématique des contacts. Les contacts clients qui se sont forcément naturellement dématérialisés, le téléphone, Internet bien sûr, et le client a maintenant de multiples points de contact avec l'entreprise. Comment intègre-t-on, c'est partie des questions, intègre-t-on la montée en puissance de l'utilisation des technologies, en particulier dans les relations de service, au-delà de l'agence et en agence. Le métier de la banque et l'assurance sont bien sûr en plein bouleversement avec la crise financière, la perte de confiance, et en même temps, le niveau d'épargne témoigne du niveau de confiance des citoyens. La banque de détail est une base solide, voilà. On va pouvoir en parler.
En conséquence de tous ces questionnements-là, les espaces de service ne doivent plus être uniquement des espaces physiques. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Cela d'autant plus que la relation client, comme je le disais, se fait en continu, en commençant par un canal pour commencer la transaction et finir sur un autre canal. La relation client doit être repensée en totalité, c'est-à-dire tout un multicanal, complémentarité, interactivité, mais aussi comment vous essayez de montrer une certaine cohérence entre ces différents axes. Multipoint de contact avec le client, et d'ailleurs l'utilisation de la technologie vient au cœur, bien sûr, de la relation client, mobilité, meilleure gestion des files d'attente, par exemple dans les agences, des informations. Et en même temps les espaces physiques, agences, qui se redessinent pour refléter la stratégie de l'enseigne, son identité et ses valeurs. Différentes zones en fonction des différents besoins, utilisation de matériaux en écho à la cible, intégration de nouveaux services, amélioration de l'espace. À travers donc, ces propos, encore une fois je le répète, tout à fait liminaires, il ne faut pas avoir simplement une réduction autour de ces questions-là, mais pour aborder ces différentes questions, donc on a la chance d'avoir Dragon Rouge, BNP Paribas, Groupama et la Banque Palatine. Je vous propose à chacun de faire une présentation rapide des différents projets, des différents concepts, et puis que ça permette de générer une discussion et des questionnements à la fois au fur et à mesure des présentations, et puis avec l'ensemble de la salle. Je propose donc à Patrick d'essayer de commencer sur la présentation. Et vous êtes avec Valérie Cussac, Patrick Vessier, donc directeur du pôle parisien Groupama, c'est bien ça, Paris-Val-de-Loire, réunissant donc 14 départements autour de la capitale. Et Valérie Cussac, qui est chargée de mission direction innovation Groupama, c'est bien ça. Très bien, je vous laisse présenter votre projet. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vais intervenir sur l'expérience client des agences, et on va le voir dans quel domaine. Et je laisserai après Valérie intervenir sur un autre aspect d'innovation à Groupama. D'abord, je vais me lever parce que je viens de passer 3 quarts d'heure assis. Dans mon job, c'est infernal. Je ne sais pas faire. Donc, en 2 secondes... Vous pouvez sauter, vous pouvez courir... Non, je me suis bien habillé, je savais que je venais chez des gens bien. Vous allez l'habiller, hein? Bon, sérieusement, donc effectivement, je suis le directeur opérationnel, comme vous l'avez évoqué, je suis homme de terrain. Le pauvre gars qui est chargé de vendre, quelque part, et de faire le business. Donc, je suis le directeur opérationnel de Groupama sur Paris, avec cette particularité, c'est qu'en même temps, je suis le directeur du projet en urbain, et donc ce formidable projet qui a fait que nous allons voir ce qu'il en est advenu. En 2 mots, avant de regarder la vidéo qui va vous montrer un peu ce que peut être une agence d'aujourd'hui, vous rappelez ce projet, c'est quoi ? En 2007, nous prenons la décision stratégique de nous implanter sur Paris. Ça se traduit par un certain nombre de réflexions, et ça se traduit surtout à partir de septembre 2007 par un challenge, qui est celui d'ouvrir la première des agences en avril. Donc très concrètement, toutes nos réflexions sur, et on va le voir, sur l'innovation, sur le design, mais très portées sur le business, se sont déroulées sur un laps de temps extrêmement court. Ce challenge, il est simple, c'est avoir à peu près 25 agences à horizon 3 ans, et c'est monter un réseau de 200 commerciaux. Donc le premier challenge, c'est de faire différent, et le deuxième, c'est de faire vite. C'est-à-dire que toute la réflexion qu'on a portée sur l'innovation, et on va l'évoquer par la suite, a été de se dire comment faire différemment, mais surtout on n'a pas 3 ans pour le faire, on n'a pas 4 ans pour réfléchir, on n'a pas 5 ans pour décider, parce qu'entre-temps le marché il évolue, entre-temps les clients ils évoluent, et comment on va pouvoir faire. Voilà, j'en dis pas plus, et puis je reviendrai évidemment sur le projet après la présentation de ce que l'on a fait. Juste préciser quand même que dans ce projet qu'on a conduit à compter de septembre 2007, bien évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes du design, hein, c'est très clair. Quelque part, on arrive à vendre, on fait un petit peu d'assurance, puis de temps en temps, on fait de la banque, mais le design, c'est pas pour nous. Et donc, on a été accompagné évidemment d'une agence. De Berg est avec nous aujourd'hui, il a fait partie du tour de piste final de l'appel d'offres que nous avions fait, mais bon, nous avons choisi Carré Noir. Mais grâce à vous, j'ai passé de longues soirées, pour pas dire de longues nuits, à arriver à faire un choix entre Carré Noir et Dragon Rouge. Et je vous assure qu'il y a des moments où vous vous sentez bien seul devant certains projets. Bien, on va regarder ce que ça donne.
Pourquoi le projet parisien? Eh bien, tout simplement parce que nous étions insuffisamment présents sur Paris par rapport à un potentiel qui est tout à fait considérable. Nous sommes au cœur de ce concept. C'est une idée, somme toute, simple. Ici, c'est une boutique et non pas une agence. Le futur client rentre ici et voit nos offres sur des linéaires. Bien entendu, nous sommes là pour le conseiller, lui expliquer, traiter avec lui, mais l'entrée en contact est fondamentalement différente. Ce concept de boutique, il a été salué par la presse professionnelle, mais aussi par la presse grand public, ce qui est objectivement assez rare. Il a été salué comme innovant, parce que c'est une démarche commerciale particulière qui met vraiment le prospect, le client, au centre de notre fonctionnement, et ce, dès qu'il a poussé la porte de la boutique. Bonjour, bienvenue à Le Courbe, après Saint-Honoré, après Lafayette. Vous êtes dans la 3e boutique du pôle parisien qui matérialise ce formidable projet. Le projet parisien, c'est une formidable aventure humaine. Formidable aventure humaine avec les managers, 6 nous ont déjà rejoints. Formidable aventure humaine avec le recrutement de plus de 60 collaborateurs en 2008. Et nous allons poursuivre le recrutement en 2009 avec une centaine de collaborateurs supplémentaires. Et nous allons surtout poursuivre notre implantation sur Paris avec l'ouverture de 7 à 8 nouvelles boutiques. Et tout ça pourquoi? Eh bien, au pôle parisien, notre objectif, c'est la conquête de Paris. Alors, les 3 nouvelles agences, eh bien, c'est déjà plus de 600 prospects qui sont devenus clients. Le challenge continue, c'est la réussite qu'il nous faut transformer, et c'est la réussite que nous allons transformer tous ensemble. Alors, on n'a pas fini, puisque l'objectif, c'est 24 agences en 2010, avec des clients qui auront été conquis, mais aussi des clients fidélisés. J'ai eu un très bon accueil, oui, un décor assez spacieux, bien conçu. Voilà. Voilà l'agence de Groupama, je n'allais pas dire l'agence de demain, puisque très concrètement, il y en a maintenant 7. Donc je rappelle notre projet stratégique, Olivier Blondel, notre directeur général, l'a précisé. Très concrètement, c'est avoir à peu près 25 boutiques, 25 agences sur Paris et un réseau de 200 commerciaux. Alors, quand on a eu ce projet, et c'est toujours formidable quand vous êtes un jour où vous dites tiens, est-ce que ça t'intéresse de balancer là-dedans? Parce que vous vous dites, on me confie les clés. Quand on parle d'innovation, tout à l'heure vous évoquiez, moi j'ai l'habitude de dire, c'est concrètement, c'est prendre les lignes et les bouger. Si on ne bouge pas les lignes, on ne dirige pas. Qu'est-ce qu'on a fait au travers de ça et pourquoi on a voulu le faire? On l'a fait, je le dis, dans une logique de timeboxing, c'est-à-dire qu'on avait 3 mois pour concevoir l'agence, 3-4 mois, puisqu'après il fallait quand même près de 2 ou 3 mois pour le fabriquer, l'agence. Qu'est-ce que l'on a fait? On s'est tout simplement mis à la place du client. Alors vous me direz, c'est banal, sauf que dans toutes nos boîtes, y compris en France, il y a 2 choses qu'on n'aime pas trop, c'est le client et le vendeur. Un peu gênant d'ailleurs, mais enfin, on a tendance à oublier que le business, c'est d'abord un client et un vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, un truc tout simple. Sur Paris, il y a grosso modo 1000 agences bancaires. À peu près. Il y a à peu près 400 à 500 intervenants assurants, donc il y a 1500 concurrents. Donc nous, on va arriver avec 25 agences. Bon, on en avait 2 ou 3, on en a une qui est spécialisée pour les internautes. Mais concrètement, on va arriver avec 25 agences, c'est-à-dire qu'on va être complètement invisible, inodore, on ne va pas voir, ça ne va rien changer. Comment on peut se différencier? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la réflexion qu'on a eue, et c'est ce qu'on a formalisé dans le cahier des charges pour les différentes agences de design, le deuxième point était de dire, on est dans un métier de service, la difficulté, c'est que lorsque je vends un service, je propose un service, il n'y a pas de matérialisation de ce service. Ça, c'est une montre. Je l'ai achetée hier tout simplement parce que j'avais oublié de la mettre chez moi. Mais bon, je l'ai, je suis content, je la porte, je la mets, je la vois. Le problème, c'est que dans nos métiers, que ce soit la banque ou l'assurance, puisqu'on pratique tout même maintenant, on est infoutu de matérialiser le service. Donc comment arriver vis-à-vis sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, sur un marché qui est de masse, il ne faut pas se tromper, comment arriver à se différencier, comment arriver à mettre en œuvre, mettre en scène l'offre. Ça, c'était une des éléments. Le deuxième élément, c'était de se dire, arrêtons d'avoir des linéaires, je dirais, de belles vitrines, où de toute façon, quand je suis à l'extérieur, je ne vois absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Or, parmi les valeurs de Groupama, il y en a une qui s'appelle la transparence.
bah, pour une fois, on va passer du dire à l'acte. C'est-à-dire que très concrètement, on va se mettre en situation de transparence. C'est-à-dire qu'on va proposer à nos clients et à nos prospects, puisque ce projet est évidemment un projet de prospection, on va proposer tout simplement que de l'extérieur, ils puissent nous voir, ils puissent découvrir, ils puissent avoir peut-être une importance par rapport à ce que l'on peut proposer. Et puis il y a 2 ou 3 autres éléments. Alors tout ça se traduit par ce que vous avez vu, déjà des vitrines qui sont extrêmement claires, c'est-à-dire effectivement de l'extérieur, on voit l'intérieur. Le deuxième point, pour faire très rapide, mais on pourra y revenir si vous voulez après, c'est pas l'agence pour les collaborateurs, c'est l'agence pour les clients. C'est-à-dire que le bureau sympathique où il y a la photo de Camille et le chien qui fait coucou de côté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on a pensé client, on n'a pas pensé collaborateur. Je ne vais pas dire ça, j'ai énormément de respect pour mes collaborateurs, mais on a d'abord pensé client. Le troisième point, c'est que on peut parfaitement avoir une expérience de vente sans pour autant être obligé d'être assis chacun d'un côté d'un bureau, avec si possible un ordinateur entre les deux, ce qui est la meilleure façon d'entamer un aspect de convivialité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc très concrètement, on a 3 espaces de vente dans chaque agence. On a le premier qui est ce qu'on appelle entre nous le forum, qui l'a découvert, je vais y revenir. On a un deuxième espace qui est le lounge, qui est là plutôt sur la convivialité. Et on a un troisième espace qui se retrouve par des offices, ce qu'on appelle des bureaux un peu plus confidentiels. Le seul petit problème, c'est que la confidentialité, c'est évidemment une donnée complètement subjective, qui va varier en fonction du client, qui va varier en fonction de son intérêt, qui va varier en fonction du moment. Si moi je vous demande la définition de la confidentialité, vous allez m'en sortir une autre, tout simplement parce que vous aurez votre perception. Et pour nous, l'objectif, c'est la vente. Donc, ce que l'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre à disposition de nos clients et des prospects. Je rappelle que notre objectif, c'est quand même 90 000 clients en 10 ans, dans une logique de prospection pure. Parce qu'on démarre, certes, on a déjà 15 000 clients sur Paris, mais l'objectif, c'est pas de les transférer d'une agence sur l'autre. En termes de business, ça rapporte pas grand-chose et ça coûte. Donc, pas tellement d'intérêt. C'est d'avoir 90 000 prospects, c'est-à-dire 90 000 ménages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en situation de créer la différence, comme je l'évoquais. Donc, l'intérêt, c'est pas de dire je vais vendre sur le forum, je vais vendre sur le lounge, je vais vendre dans le SFIS, l'espace confidentiel. Ça n'a aucune importance. 1 euro vendu dans l'office a la même valeur qu'1 euro vendu dans le forum. La seule différence, c'est que je mets à disposition de mon client, ou de mon futur client, des espaces de vente différenciés, et que je mets en situation mes commerciaux d'avoir peut-être une arme différenciée. Autre élément, et puis j'en arrêterai là, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans nos agences, autre élément de différenciation, c'est la partie entre guillemets technologique. Très clairement, nos commerciaux sont tous équipés de portables, ça vous allez me dire, c'est quand même pas une révolution. La seule différence, c'est que ces portables sont tous équipés pour pouvoir traiter à distance, sont tous équipés bien évidemment pour être connectés à distance, ils sont tous équipés de cartes 3G, il n'y a aucun fil, on est en Wi-Fi dans les agences, puisque l'objectif c'est aussi de se mouvoir en fonction des besoins du client et en fonction de la, je dirais, tout simplement du moment ou de l'acte de vente, de l'argumentation qu'on peut développer. Tout ça se fait également, on l'a vu, certains d'entre vous l'ont vu, par des écrans tactiles que nous avons mis en place dans nos agences, sauf que je le dis tout de suite, on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez, c'est pas la bécane qui vend, c'est l'homme. Il ne faut jamais oublier ça. Le côté Walt Disney technologie formidable, ça c'est vrai dans les livres. Dans la pratique, c'est l'homme qui prend en charge et non pas la machine. Enfin, pour terminer, vous l'avez vu, je reviens et j'en termine sur le forum, c'est vraiment l'espace de découverte de l'offre. On a essayé, on ne peut pas avoir des linéaires avec des pulls, des montres et ainsi de suite. Donc on a essayé de mettre en avant l'offre par un certain nombre, je dirais, de murs, ce qu'on appelle nous le murs événementiels, murs essentiels, qui sont des moments de la vie sur lesquels on peut intervenir, de façon tout simplement à, là encore, montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin en matière de service et d'expérience client. J'en arrête là. Et je vous remercie de votre attention. Alors, je vais laisser la parole à Valérie. Oui, quelques minutes, puisque effectivement, il y a plusieurs interventions. On aura évidemment des questions, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est très bien, on matérialise. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on matérialise? Alors ne répondez pas, parce qu'on va passer sur, évidemment, c'est beaucoup plus simple de poser la question, mais on va, ça fait partie des questions d'une part, et l'autre, parce que j'en profite, j'ai la parole, de montrer également pourquoi des codes de la grande distribution. On est d'accord. C'est une question qu'on pourra se poser, je mets aussi que bonjour à ce moment. Valérie Cussac, quelques mots. Bonjour, Valérie Cussac. Sachant que Groupama est intervenu sur l'innovation avec brio, avec Georges Penalter, qui était effectivement venu avec nous. Donc, bonjour, donc, je vais vous parler de l'innovation au sein du Groupama. Donc l'innovation doit être ouverte partout et pour tous, et comment la faire émerger? En fait, l'innovation, ça entraîne des changements, de la peur, de les réactions, des rivalités, également donc de la jalousie,
mais elle doit cependant nous rendre la vie plus agréable et faciliter le lien social. Donc je vais modestement et rapidement gérer un groupement en bref, donc 6e assureur français et 16e assureur européen, environ 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% d'activité internationale, 16 millions de sociétaires et clients, notamment dont 750 000 clients du groupe. Donc là, je vais surtout aborder le marché de la TPE-PME, alors que Patrick Dessier était surtout sur un marché de masse, le marché de particuliers. Donc les évolutions technologiques qui nous entourent régulièrement. À ce jour, plus de 50% de la population adulte est connectée à Internet. Donc l'usage d'Internet est profondément démocratisé et apparaît comme un formidable accélérateur de croissance. On peut voir donc maintenant de la télésurveillance avec les puces RFID. On peut voir également des objets intelligents avec des robots. Ils sont également indépendants. Une communication perpétuelle avec le développement des smartphones, de l'apparition de personnalités virtuelles comme la téléprésence vidéo. Donc Internet est vraiment un canal de distribution à part entière, mais dans la vie réelle, dans le monde réel, la relation humaine est essentielle et le lieu physique restera perpétuellement un lieu d'échange. Donc nous avons créé au sein de la direction innovation un cercle de réflexion appelé le think tank. Donc c'est une alchimie de plusieurs profils, donc, dont l'objectif est d'étudier les nouveaux modèles de distribution physique et virtuelle qui permettront aux TPE demain donc, de se créer plus facilement, de se développer plus rapidement et de se transmettre de manière plus harmonieuse. La pertinence et je dirais la performance de ce groupe, c'est grâce à l'alchimie des personnes qui le constituent. Donc c'est surtout un architecte que nous avons regroupé avec des utilisateurs, notamment des experts comptables, des avocats, des spécialistes réseau, physiciens, médecins, philosophes, sociologues pour nous accompagner dans ces réflexions, également une journaliste, un webmaster, et nous avons des invités qui viennent régulièrement dans ces groupes de travail, notamment nous avons eu Michel Coster, donc directeur de l'incubateur de M Lyon, qui nous a parlé donc, de tout l'accompagnement et tutorat des TPE et des jeunes créateurs. Également, M. Claude Marie, président de l'APER, nous a parlé de tout ce qui est développement et transmission de l'entreprise, également des entreprises à l'export à l'international. Donc avec toute la difficulté qu'elles ont avec leur petite structure de s'externaliser. Donc ce que disent les sociologues au sein de ce groupe de travail, nous en sommes aux prémices, hein, nous ne sommes pas du tout encore au stade où je dirais il y a quelque chose de concret qui est sorti de ce groupe de réflexion, de ce cercle de réflexion. Donc les points forts sur lesquels les membres du GT en fait appuient, c'est les échanges, c'est la convivialité, de l'animation, simplicité, efficacité, sécurité, du confort et également la notoriété du prestige pour le côté rassurant. Nous sommes conscients, nous avons fait, je dirais, un benchmark et nous avons notamment été jusqu'à Madrid où je dirais que les prestations sont essentiellement surtout le secrétariat partagé, domiciliation des entreprises. Nous avons également au service de l'entreprise à toute heure des encas à toute heure, un espace restaurant et des salles de réunion qui se transforment en salon. Donc pourquoi on essaye de s'incuber de tout ce qui existe déjà, donc notamment des chambres de commerce et d'industrie qui accompagnent la TPE-PME, également les centres d'affaires, et nous essayons de créer un espace physique différenciant. Donc en fait, je dirais qu'en conclusion, une phrase je dirais d'un designer culinaire, le design serait le dessin par le dessin comme un outil conceptuel à imaginer les futurs plus humains. Il s'agit que, effectivement, le client est au cœur du design et de l'agence de demain, du site physique. Il ne faut pas oublier justement ce côté humain, c'est la richesse, c'est le monde réel, c'est la richesse de cette relation humaine et qui doit refléter dans le design et qui doit lui-même également être social et responsable et durable. Voilà. J'ai essayé d'être rapide. C'est parfait. Merci. Donc on revient sur les questions. Je vous propose à Chantal de Bizet qui est peut-être pas dire devant l'écran, c'était
pas évident, Chantal disait qui est une ESSEC, mais aussi diplômé de Harvard, un MBA de Harvard, consacré sa carrière au marketing des services, c'est bien ça. Construit votre expérience à la fois chez France Loisirs, son marketing direct, et à la fois dans la mise en œuvre d'AOL, France, si c'est bien ça. Donc ensuite dirigé vers les services financiers, directrice marketing client de CTLM, puis responsable de la veille de la stratégie du groupe CTLM, et vous avez rejoint donc le BNP il y a un an, où vous êtes responsable de l'aspect marketing et communication, c'est bien ça. Pas pour l'ensemble de BNP cependant. Donc je suis effectivement ravie d'être là. Et je n'étais jamais venue à l'ISIS, qui existait déjà, franchement. Je vais vous parler de BNP Paribas. Il faut un début. Merci. Oui, merci. Au revoir. Je ne vais pas vous présenter BNP Paribas parce que j'espère que tout le monde connaît. Je vais cependant vous... simplement pour vous dire que nous avons plus de 6000 agences dans le monde, et donc on a toujours des choses à apprendre, mais on a une bonne expérience en matière d'agence et un peu en matière de design. Je vais vous parler donc de notre expérience à la fois en France et à l'international, et puis vous donner 2 exemples concrets sur la France et sur l'Ukraine. Alors, un nouveau concept d'agence pour les particuliers qui est fondé sur 3 éléments: rentabilité, sécurité et meilleur service. Pourquoi? D'abord pour le client, en fait l'essentiel des transactions, vous le savez, sont maintenant effectuées en libre service, donc le besoin sur l'environnement de l'agence est différent. Nous avions aussi une volonté de donner un service plus rapide à nos clients. Également une volonté de l'accueillir dès son arrivée en agence, et je vous montrerai l'utilisation de l'espace, et vous le comprendrez tout de suite. Et bien sûr de proposer à nos clients, et pour développer notre image de marque, évidemment proposer une agence moderne et agréable. Pour la banque, nous avons transformé, tout ça s'est accompagné d'une transformation de nos process, et en particulier un élément très important qui est la suppression du cash en agence. En fait, on s'en rend finalement pas compte en tant que particulier, mais c'est très important pour les TPE, PME. Il n'y a plus, vous n'allez plus chercher votre argent à une caisse, mais à un distributeur automatique. Pour les clients, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle sur 20 ans, mais la traduction en termes d'utilisation de l'espace de l'agence est très importante. Et on a donc créé 2 zones distinctes, une zone libre-service 24 heures sur 24, je vais vous montrer ça, et une zone commerciale. Alors comment ça se traduit dans les faits? On a là 2 exemples. Alors ce sont des schémas, je vais vous montrer des photos, je ne sais pas d'ailleurs si on les verra très bien. En tout cas, en France, alors si vous avez un compte chez BNP Paribas, vous reconnaîtrez peut-être le concept. Dès que vous poussez l'agence, en fait, vous avez un grand espace que l'on appelle l'espace accueil, et à droite et à gauche, vous avez des automates. Alors à gauche, ceux qui sont en rouge sont des automates qui proposent des services, monnaie pour les commerçants, lecture du relevé de compte, etc. Et à droite, les distributeurs distributeurs d'argent, et les automates qui prennent aussi l'argent pour le dépôt d'argent des commerçants. Et puis on a aussi toujours le GAB, un distributeur automatique sur la rue. À l'arrière, vous avez ce qu'on appelle l'espace conseil, qui est un poste très très important et nouveau dans nos agences. On a là une personne qui va à la fois accueillir les clients et
les aider à se servir des automates et les diriger vers un conseiller qui, lui, va être chargé de la vente. Ce poste de conseiller accueil a été une nouveauté pour notre réseau en France. Ça a été un grand succès, c'est très, très apprécié par les clients et on est en train de porter ce concept à l'étranger. Autre nouveauté, l'espace libre-service est ouvert 24 heures sur 24, enfin en France de 6 heures du matin à 22 heures, et séparé donc de l'espace de vente par un rideau de fer la nuit ou en verre, dans l'exemple ukrainien. Alors, ce concept, on l'a, qui date de plusieurs années déjà en France, qui est en train d'être déployé largement dans le réseau et en particulier à Paris, on l'a porté et rénové maintenant en Ukraine, puisque c'est un projet qui vient d'aboutir et auquel j'ai participé, sur un marché qui est complètement différent, mais avec des éléments semblables. La banque en Ukraine est en train de passer de la banque des années 60-70 en France à la banque d'aujourd'hui, sans étape. Et d'un coup, on a supprimé toutes les activités de gestion dans la banque, dans l'agence, pour ne garder dans l'agence que les activités de vente. Et deuxième objectif, particulièrement important dans un pays où toute la population n'a pas encore de compte en banque, on a un objectif fort d'acquisition client et une volonté pour ça, comme le disait mon collègue de Groupama, une volonté de transparence et d'ouverture sur la rue. Dans un contexte qui est d'ailleurs beaucoup moins transparent et beaucoup moins ouvert. En fait, les agences ukrainiennes sont souvent dans des immeubles avec des toutes petites fenêtres et des grilles, et l'ensemble n'est vraiment pas accueillant. Donc de faire des agences avec des vitrines et complètement transparentes, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, peut-être un grand mot, mais enfin de très nouveau pour le client et le prospect ukrainien. Donc le premier élément du design, c'est de servir le modèle commercial que je vous ai expliqué un peu ici, avec une volonté de très bien accueillir le client et de vendre ensuite. Au-delà de ça, le deuxième rôle pour le design, c'est de mettre en scène le positionnement et l'image souhaitée pour la marque. Avec vous avez là les éléments principaux de la marque BNP Paribas que l'on souhaite mettre en avant, évidemment, et mettre en scène dans tous les pays. Une volonté d'ouverture, d'accessibilité, d'optimisme, de proximité, une orientation client aussi fondamentale, et puis une certaine élégance. Bien sûr, autre objectif du design, mettre en scène l'offre produit, même objectif que Groupama. On a la difficulté d'être un service, c'est pas forcément évident pour le client de savoir vraiment ce qu'on va vendre, et on a donc cet objectif. Et puis, bien entendu, de favoriser les ventes. Suivant les pays, je le disais tout à l'heure, le focus est différent. En Ukraine, donc, on a la partie ouverture et accessibilité, comme je vous disais, est plus importante. De même que la mise en scène de l'offre produit. Les ventes, je l'ai mis en gras, mais je crois qu'on a le même objectif dans tous les pays. Alors, voilà notre agence Ukresid Bank. En fait, c'est le nom actuel de notre filiale, qui est dans le groupe depuis 2003, et donc
on va progressivement, pour l'instant, vous voyez, on a mis la courbe d'envol dans le carré vert de BNP Paribas. La prochaine étape sera de rebrander complètement l'enseigne. Donc vous voyez en haut une agence pas du tout transparente, avec des rideaux à lamelles. Enfin, c'est traditionnel. C'est pas la pire celle-ci d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup de vitrines déjà. Donc elle est assez peu typique de notre réseau là. Et notre agence nouvelle, alors on voit pas très bien. D'abord on en a réduit la surface. Cette partie-là en fait l'arrière n'est plus utilisée comme surface de vente, puisque ayant supprimé les opérateurs et le guichet, la caisse, etc., on peut avoir une surface de vente plus réduite, ce qui permet de évidemment économiser des coûts, mais surtout de proposer aux clients une ambiance beaucoup plus conviviale que dans une grande agence où, en plus, où il doit aller faire la queue à la caisse, etc. Donc, ce besoin-là n'est plus nécessaire. Alors, ça, c'est l'agence avant, assez grande et peu conviviale, et maintenant une agence plus petite. Alors, je suis vraiment désolée, vous ne voyez pas très bien. On avait également un objectif très précis de maîtriser fortement les coûts des agences. Donc la réduction de la surface a permis d'arriver à cet objectif. C'est un objectif très précis que nous avons fixé à notre designer. Quand on travaille dans un contexte international, on a aussi des problèmes spécifiques. Par exemple, en Ukraine, qui n'est pas dans l'Union européenne, on a des taxes d'importation très très importantes sur les meubles. Donc il n'était pas possible d'importer des meubles de l'étranger tout en ayant des coûts acceptables. Et donc on a fait appel à, je l'ai dit tout à l'heure, un designer français, qui est Sagez Partners, mais on leur a demandé de travailler d'ailleurs avec une équipe locale à ce que les coûts soient vraiment réduits, et pour cela, et également, alors, on a un réseau en fait de 800 agences en Ukraine, donc il faut que le design qu'ils vont nous proposer, même si dans un premier temps on réalise quelques agences pilotes, mais ce design doit être industrialisable et industrialisable localement. Et donc ça, ce sont des contraintes très fortes. Alors comment ça se matérialise? Eh bien, vous voyez par exemple que le bureau là, en fait, est un meuble complètement de série. Alors que ce meuble-là, qu'on voit moins bien, qui est au centre de l'agence, qui se voit beaucoup quand on arrive, et en fait a été complètement dessiné et contribue à l'originalité et à la nouveauté de l'ensemble sans grever les coûts, puisqu'on a en fait assez peu de meubles originaux. Voilà, d'autres... on a là le meuble accueil. Comme dans le concept français, la position accueil est très importante, particulièrement dans les premiers temps, puisque je vous ai dit qu'on avait supprimé toutes les opérations de cash en Ukraine, qui est une société qui utilise beaucoup plus le cash qu'en France, puisque même si tous les clients ont une carte bancaire, en fait tous les commerçants n'acceptent pas les cartes bancaires. Donc le cash est très très important. Donc on a une zone libre-service ouverte 24 heures sur 24 à l'entrée de l'agence avec des automates, et le conseiller accueil va être chargé d'éduquer les clients à se servir des machines, puisque ça va être complètement nouveau pour eux. Et vous voyez là, alors on a un mur où nous avons mis avec des mots, sans photo, comme
de manière un peu différente que chez Groupama, où on a détaillé nos différents produits. Voilà. Merci beaucoup. On va parler de la bombe palatine. Encore une fois, il y aura des questions intéressantes parce que, vous dites très justement, en Ukraine, ce sont les années 70 qui doivent passer tout de suite à une autre technologie. Et en même temps, ça pose des questions. Est-ce que c'est pas un tropisme designer français qui veut imposer dans un pays étranger? Quand on regarde les différences de perception du mot design d'un pays à l'autre, ne serait-ce qu'une France, avec un Philips Starck par exemple, et une Italie dans l'industrie automobile, mais également dans les autres pays tout à fait limitrophes de la France, la culture du design n'est pas la même et les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, encore une fois, ça fait partie des discussions qu'on pourra aborder, mais c'est intéressant justement d'avoir bien positionné ces deux axes-là, alors qu'on peut supposer qu'il y ait des différences. Merci beaucoup. Je vous propose Karine Saliège, directrice de la communication qualité de la Banque Palatine, responsable concept nouvelles agences, la communication sur site. Je laisse la parole. Merci. Merci. Alors, je crois que c'est très intéressant parce qu'on peut voir qu'on a finalement, on travaille tous dans le domaine de la banque assurance et on a des problématiques qui sont un peu différentes. Et on ne recherchera pas forcément la même chose dans un nouveau concept d'agence. Moi, pour faire un petit historique, en fait, je suis arrivée à la Banque San Paolo le 25 mai 2005 et 15 jours plus tard, la Banque San Paolo devenait la Banque Palatine. Donc je suis arrivée, on m'a donné une belle charte graphique, un nom qui était magnifique, qui était la Banque Palatine, un logo magnifique, la Banque Palatine. Et là, j'avais une mission, c'est construire la marque, développer la marque Banque Palatine. Pour ça, ça passe par le réseau d'agences. Je vais vous parler un petit peu de la banque parce qu'en vous donnant les éléments qui sont importants et qui étaient impliquants dans le nouveau concept, qui est justement depuis fin 2004, c'est une banque du groupe Caisse d'Épargne. Vous voyez que le rouge et le gris sont des couleurs qui sont importantes. Un historique très très fort, c'est-à-dire c'est une banque qui date de 1780, ce fut la banque Verne, et qui s'est créée par l'achat, par la fusion de plein de petits réseaux bancaires. Ça veut dire que c'est plein d'agences très différentes qui constituent l'ensemble du réseau de la Banque Palatine et qui constituaient l'ensemble de ce réseau quand en 2005 c'est devenu la Banque Palatine après la Banque San Paolo, avec un passage avec une culture italienne. Donc on a une culture française, très française, Banque Verne, banque d'affaires, on est passé à une culture italienne et on revient à une culture française, filiale du groupe Caisse d'Épargne. Alors, c'est une banque qui a deux métiers, ça aussi c'est très important, c'est banque des entreprises, banque du patrimoine, une clientèle, la banque qui a pour vocation d'accompagner le dirigeant de l'entreprise dans la réalisation de ses ambitions, à la fois professionnelles et personnelles. Cette phrase-là, elle est importante parce que c'est là-dessus aussi qu'on s'est appuyé pour développer le concept, c'est là-dessus qu'on a briefé les agences design. Clientèle très variée, PME de plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, une clientèle de particuliers haut de gamme, très exigeante, qui n'a pas forcément les mêmes exigences qu'une clientèle, un grand public des banques. La banque de ceux qui veulent être conseillés, c'est-à-dire que notre clientèle, ce qu'elle attend, c'est une relation de partenariat, de conseil, et là c'est vraiment l'humain qui est très très important dans l'agence. Un centre de compétences pour sa clientèle, une volonté de construire des solutions personnalisées. Et à partir de là, il fallait trouver un design innovant pour la banque. Alors trouver un design innovant pour une banque, c'est pas facile parce que les murs d'argent, c'était pas notre truc, on n'a pas une grosse fréquentation, donc on ne pouvait pas forcément passer par la technique. Pour continuer, alors le réseau aussi quand même un petit peu, une 50 agences, on est loin des 6000 agences de BNP Paribas, une cinquantaine d'agences réparties sur toute la France, dans les grandes villes. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à 25 agences qui sont déjà au nouveau format d'agence. Toutes les 50 ne seront pas au nouveau format d'agence parce que pour une clientèle entreprise, les clients ne viennent pas dans les agences. Donc ce qui nous intéresse, c'est de mettre à l'image les agences qui sont essentiellement particuliers ou mixtes. Alors pourquoi lancer ce projet de nouveau format d'agence ? Il fallait redéfinir ce modèle d'agence, un réseau à l'aspect totalement hétéroclite. On avait des agences carrément 70, des agences qui étaient vertes, des agences où on retrouvait encore la marque Veuve Morin-Ponce sur les vitrines, des marques qui apparaissaient un petit peu partout. Un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle qu'il fallait imposer rapidement. Avec, on n'avait pas les grands moyens médias que peuvent avoir un grand réseau. Mais le réseau d'agences, c'est quand même une belle surface d'expression et là, il fallait vraiment changer tout ça.
Et surtout, l'image qui était renvoyée était une image qui était assez vieillotte, qui était assez dépassée, et on voulait changer tout ça. Alors, les partis pris, exprimer la nouvelle approche, vos ambitions sont les nôtres, parce qu'après un beau nom, une belle marque, il y avait une nouvelle approche, les ambitions sont les nôtres, être en harmonie avec le nom, avec le logo, imposer des valeurs qui sont et qui sont toujours contemporanéité, modernité, puissance, élégance, pureté. Il y avait du féminisme aussi dans le nom Banque Palatine, et concilier en parfaite cohérence les anciens clients et la nouvelle clientèle, parce que en 2005, il y a quand même déjà 100 000 clients particuliers, des clients qui se disent encore Verne. Ceux-là, il ne faut pas non plus les brusquer complètement et leur casser tous leurs repères. La démarche, comment on fait pour lancer un nouveau format d'agence, une compétition donc, qui a pris 6 mois. Donc en juin 2005, on a lancé la compétition, briefé les agences design. Il y avait 5 agences design, dont Dragon Rouge qui est présent ici et qui ont fait notre concept. C'est pour ça que je peux les citer. Sagesse Partner était là aussi, hein. On voit qu'on travaille avec les mêmes sur la place de Paris. Après un premier tour de table, 2 agences sont arrivées en finale, qui étaient Carré Noir et Dragon Rouge. Donc chez nous, Dragon Rouge a remporté la compétition. J'ai aussi beaucoup réfléchi entre les 2 agences. Et de toute façon, on ne peut pas faire toutes les banques en même temps. Exactement. C'est vous qui avez refusé en fait. Alors, Carré Noir, Dragon Rouge, 2 concepts qui étaient très différents. Et ce qui était difficile, c'est justement d'innover dans comment est-ce qu'on casse les codes bancaires. Essayer d'avoir une banque différente, pas facile. Comment est-ce qu'on essaye de sortir de, finalement, une banque où on retrouve souvent l'enseigne bandeau en haut, l'enseigne drapeau, des murs un peu opaques, même si vous en venez à la transparence aujourd'hui. Nous, on n'a pas osé le faire complètement non plus. Comment est-ce qu'on peut donner cette impression haut de gamme sans revenir sur la banque Rothschild avec très baroque, très rococo? C'est pas ce que l'on voulait faire non plus. Et puis comment trouver un concept qui ne va pas être dépassé dans les 2 ans qui arrivent, parce que le temps qu'on rénove tout le réseau, on sera déjà out. Donc il fallait trouver un concept pérenne. C'est ce que, moi j'ai beaucoup cru au concept de Dragon Rouge dès le départ, je l'avoue. En fait, le plus gros challenge était de convaincre les plus réfractaires dans le groupe de travail. En fait, il fallait y aller ou pas y aller. Et on a réussi à y aller. On a fait un test client. Alors ça, c'est une phase importante aussi, parce que 2 concepts pour décider. On a écouté nos clients, on a écouté nos collaborateurs, on a écouté nos prospects. On l'a fait sur Paris et province, parce que les avis ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui nous a permis de trancher, de faire quelques améliorations. Donc après, quand on a choisi Dragon Rouge en janvier 2006, il a encore fallu 6 mois de discussion, d'adaptation du concept. On a lancé 2 prototypes à Lyon et Annecy qui ont vu le jour en 2006. Donc vous voyez, en novembre 2006, les prototypes ont vu le jour. Il y a 1 an qui se sont passés quasiment un peu plus d'1 an entre le début de la compétition et les prototypes. Le concept qui a été choisi, c'était celui de la Palatine Attitude. Alors, on ne peut pas exposer nos produits, donc aujourd'hui, c'était mettre en valeur la relation forte entre le conseiller et son client. Qu'est-ce qu'on peut offrir à notre client pour qu'il se sente à l'aise dans l'agence? Donc, un lieu où la relation commerciale s'exprime, une relation forte client-conseiller. C'est le plus de la Banque Palatine, il fallait le mettre en valeur. Un lieu commercial, convivial, un espace discret, mais vivant, reflet de la vie de ceux qui réussissent. Alors, sur la transparence, nos clients étaient totalement réfractaires à la transparence. On ne veut surtout pas les voir dans la salle d'attente de leur agence bancaire. On ne veut surtout pas qu'ils soient vus en train d'avoir un échange d'argent avec un conseiller ou une discussion dans l'agence. La Banque Palatine est aux côtés de ceux qui veulent aller jusqu'au bout de l'ambition. Donc c'est un lieu où on parle d'argent et aussi de ce que l'argent permet. Un lieu différenciant par rapport à la concurrence. Comment innover, différencier. C'est là où c'est ce que le design nous a apporté, le design au service de l'innovation. Un espace dédié aux clients et à leurs besoins. Une façade. Alors, une façade qui est faite de 2 colonnes rouges en vitrine. Alors, on avait une problématique aussi qui était toutes nos agences sont en plein centre-ville, dans des lieux qui sont souvent classés. C'est très difficile avec les architectes de France. Donc, on savait que les façades, si on voulait, il fallait une façade facile à imposer, facile à travailler. Donc, en fait, la façade se passe à l'intérieur de l'agence. C'est 2 colonnes à l'intérieur de l'agence
avec le nom de la banque qui se trouve sur les colonnes, pas d'enseigne bandeau en haut, une enseigne drapeau qui signifie l'agence. Les colonnes représentent la confidentialité. En fait, ce qui se passe, ça se passe derrière les colonnes. En fait, ce que Dragon Rouge, l'image que nous donne Dragon Rouge, c'est comme un bijoutier un petit peu. C'est de transformer la banque en une boutique de bijoux. Et de se dire, bah voilà, ce qui se passe, c'est confidentiel, c'est de l'autre côté, c'est précieux. Et les verbatims des clients, c'était différent, inhabituel, visible. Les colonnes donnaient cette impression de solidité de la banque, massive, de protection d'un temple dans lequel on rentre. On se met au goût du jour, mais sans rupture évolutive, c'est s'adapter. Moderne et confidentiel, c'est pas la banque de tout le monde. Ça, c'était important par rapport à notre positionnement. On prépare leur retraite, gros patrimoine, gère leur épargne intelligemment. Donc, on a l'impression qu'il y a de l'argent à l'intérieur, et c'est finalement ce que l'on voulait refléter, nous, de l'extérieur. Une visibilité des façades, facile à mettre en place, puisque finalement, tout ce qu'on fait à l'intérieur, on a le droit de le faire sans demander d'autorisation spécifique. Signe de modernité, de solidité, c'est ce que l'on voulait faire. Je vous ai mis quelques autres visuels, donc justement, parce que cette façade, elle a évolué. Donc, on voit la colonne, Banque des entreprises, Banque du patrimoine. Là, je vous laisse voir les visuels. Ça, je vous l'ai mis parce que c'est un ancien visuel. Donc, voilà, par exemple, une agence Banque San Paolo et l'agence actuelle Banque Palatine. Donc là, on a dû mettre les lettres en or Banque Palatine parce qu'il faut s'adapter et qu'il y a des conditions de la ville et qu'on a adapté le lettrage or Banque Palatine pour s'adapter. L'intérieur, alors vous voyez que tout se trouve en rouge, tout se trouve dans les cocons de ces colonnes. La circulation se fait dans les colonnes. On a cassé surtout l'accueil et le lounge. On a créé un lounge. Alors ça, je crois que c'était moi la mode à l'époque, en 2005, on avait un lounge dans tous nos concepts. Mais là, vraiment, l'esprit, c'est de dire, le client arrive, il peut patienter dans un endroit où, quel est le plus qu'on peut lui offrir dans une banque? Lui offrir un café, on a des machines Nespresso dans chacun de nos lounges, des quotidiens, donc le client arrive, il a son BlackBerry, il peut travailler sur son BlackBerry, il peut prendre son quotidien, prendre un café en attendant, l'attente n'est pas longue, il ne doit pas attendre longtemps, par contre s'il attend, il attend confortablement, on le respecte et on est dans le business, c'est-à-dire qu'en fait le client il est dirigeant d'entreprise, il faut qu'il soit reçu chez nous dans sa banque comme il serait reçu chez un de ses clients ou chez un de ses partenaires, donc c'est le but. Dragon Rouge nous avait proposé des choses même encore plus innovantes, on pouvait aller encore beaucoup plus loin. On n'a pas voulu forcément y aller parce que ça demandait encore plus de moyens, qui étaient faire des expositions, offrir des accès Wi-Fi où le client pouvait travailler, lui offrir même un lieu où il pouvait rester longtemps, 1 heure, travailler, avoir toujours une expo différente ou une musique différente, des choses comme ça. On peut encore aller beaucoup plus loin. Donc des quelques photos de nos lounges. Ensuite, l'accueil. Alors l'accueil, c'était la banque, on a beaucoup évolué depuis, mais la banque c'était le guichet bancaire avec le guichet qui vous prend vos chèques. Donc là, c'est casser tous les guichets, parce qu'il y en avait plein chez San Paolo, il y en avait plein chez Palatine avant, et avoir un bureau d'accueil dans la bulle, dans les colonnes rouges, donc avec un chargé de service à la clientèle qui est capable de faire les premières opérations avant de voir le conseiller bancaire. Donc ça, les clients apprécient énormément, ils se sentent valorisés, ils ont un accueil personnalisé. Et souvent, les chargés de service à la clientèle, maintenant, connaissent les clients, connaissent les noms, savent qui ils sont. Ils ont un réel accueil, pas anonyme du tout. Ce qui a été dit dans les études, dans les tests, c'est confiance, rassurance, sécurité, prise en charge, on est attendu. On voit sans trop voir, confidentiel, banque d'habitués pour faire des grosses opérations, design intemporel, du moderne confortable. Donc là, vous avez quelques images, vous voyez qu'on est vraiment dans la tonalité de rouge et que ces colonnes en vert sont des éléments prépondérants de l'agence. Et enfin, un des points très très importants, c'est le bureau du conseiller. Donc tout à l'heure, justement, c'est ce que vous disiez. Avant, la relation banquier, c'est le banquier derrière un bureau très confortable, très assis, un ordinateur qui fait barrage, le bureau est assez large, et puis on a son client de l'autre côté. Puis le client est dans ses petits souliers. Il a un petit peu peur de ce que le banquier va dire. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une relation de partenaire. On travaille avec une clientèle qui a l'habitude de tout négocier, de tout voir, qui a l'habitude de discuter. Donc le bureau du conseiller est fait dans une forme arrondie qui permet aux clients et aux conseillers de s'asseoir en côte à côte, de travailler en partenaire.
Le client a vu sur l'ordinateur. Ici, il n'y a pas des trucs secrets qui se passent derrière la machine. Et on discute, comme on discute un contrat, comme on discute avec un collaborateur, comme on discute dans la vraie vie du business. C'est rapprocher la banque de la vraie vie de l'entreprise. Et la relation client-banquier d'une relation partenaire-partenaire. Et ça a été très très bien vécu par les clients. Petite alvéole de la veille, outil de travail, discussion, on peut écrire sur le bureau, partenaire, terrain d'égalité. On est mis au même niveau que notre banquier. En interne, ça n'a pas été si simple. Hein. Les conseillers l'ont pas vécu forcément tous très bien. Ils aimaient cette barrière-là, c'était aussi une sécurité, puis une petite puissance par rapport à son client, un moyen de l'aborder. Donc il faut, les mentalités ont changé, ça a évolué. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie courante de l'entreprise. Il y a 3 ans, on a eu quelques réticences sur le sujet. Voilà, alors ce que je voulais dire là-dessus, j'ai pas du tout suivi mes fiches, donc c'est pas grave, je reprends mes fiches. C'est de dire, ce concept, aujourd'hui, quand on l'a imposé à la banque, ça a été un gros travail. Aujourd'hui, les agences fleuristes, tiens, Boulogne est devenue NFA, tiens, Levallois est devenu NFA, ça fait partie de la vie de la banque, tout le monde l'a adopté, tout le monde a oublié que l'équipe communication externe, que les équipes avaient planché sur le sujet, il a vraiment été adopté, et par les clients, et par les collaborateurs. Il n'est pas du tout démodé, il est toujours dans le coup, tout le monde dit c'est génial, il n'est pas ostentatoire, mais il reste moderne. La dernière agence qui a ouvert Boulogne est magnifique, je pense pour moi c'est une des plus belles qui a été faite, c'est toujours un bonheur de les voir ouvrir. Et même à Boulogne, on me dit, les gens passent dans la rue, poussent la porte de l'agence pour venir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça en banque, c'est vraiment très difficile d'avoir un client qui rentre comme ça. Voilà. Encore une fois, ça pose évidemment tout à cette question. Ce qui est important, c'est que vous essayez de montrer à chaque fois cette notion de on est à côté, on est partenaire, un sentiment d'égalité. La question, non pas par provocation, mais faut-il un sentiment d'égalité? C'est une question qu'on peut se poser parce que vous dites oui, maintenant il y a une négociation qui s'institue, il y a des rôles. Oui, mais avant il n'y avait pas de négo, il y avait un bureau. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas un bureau pour pas avoir de négo? On peut poser la question. Ceux qui se sont le moins fait attaquer pour la crise financière, c'est la Banque Postale. C'est la Banque Postale qui a le bureau derrière le courrier sur lequel vous entrez, vous prenez rendez-vous, il y a marqué conseiller financier en énorme. Bref, tous les éléments de statut, sur le design. Bon, il faut venir sur la Banque Postale. La Banque Postale en termes de design. Au contraire, je la complimente plutôt sur le fait de dire elle a rassuré avec des éléments de statut. Donc on peut se poser la question dans quelle mesure il y a des éléments de statut qu'il faut conserver à ce niveau. Dragon Rouge, merci de venir intervenir pour une deuxième fois à l'ESSEC. On ne vous présente plus, vous avez été déjà présenté comme ça par les autres, créé en 84, des succès. Bonjour à toutes et à tous. On va faire un sujet d'innovation au début qui serait de pouvoir voir des diapos en ayant de la vidéo. Et ça sera peut-être pour la première fois. Parce que c'est vrai qu'on va monter des images, mais par contre je vais faire exprès de ne pas montrer trop de sujets à nous et plus de vous donner un peu un angle d'attaque. Quand un designer est amené à un moment à prendre position par rapport à un client. Juste, on existe depuis 84, on est indépendant, ce qui fait notre différence. On est 200 en France. Et donc on intervient sur les marques entreprises, les marques produits, les marques enseignes. Et on a fait une marge de 38 millions d'euros en 2008. Je dirige une activité chez Dragon Rouge qui s'appelle Dragon Rouge Identité Architecture, qui va rassembler donc, pour les entreprises et les enseignes à la fois des stratégies de développement de marques et de création d'espaces commerciaux. Je vais juste faire un tout petit premier démarrage sur ces problématiques de frontières et de terrain d'expression, en démarrant quasiment par les outils de l'argent. Et la matérialisation de l'argent, on voit depuis une vingtaine d'années, a radicalement changé. Et en fait, pourquoi les agences changent? Parce qu'au début, on avait les billets, puis il y a eu des chéquiers, puis il y a eu des cartes, puis aujourd'hui il y a l'ordinateur, demain il y a le téléphone portable. Et puisque nous sommes un métier d'interface, c'est notre problématique à nous, et d'aller scénariser des interfaces, puisque les interfaces changent, obligatoirement, l'ensemble de notre métier et l'ensemble de notre cadre change. Quand on travaille autour d'une marque, et là tout à l'heure on a parlé de concept d'agence, mais je vais revenir un niveau au-dessus, je vais raisonner marque. En fait, on travaille toujours
sur un triptyque. C'est-à-dire que l'idéal est de pouvoir aborder une marque à la fois par son espace, à la fois par sa dimension print, imprimée, tout ce qu'elle doit être amenée à éditer, et par sa dimension, on va dire, multimédia web. Ce qui est hyper compliqué, dans le sens où quand vous arrivez à un moment clé, je vais raisonner uniquement au niveau des structures bancaires aujourd'hui, quand vous arrivez à un moment sur lequel les gens sont capables, dans un même groupe projet, de pouvoir faire bouger les lignes à la fois de l'agence, du web et de l'édition, déjà il faut s'accrocher, parce que ça n'arrive quasiment jamais. J'étais il y a 15 jours à Istanbul, on voyait la troisième banque turque, sur lequel je commençais à raconter là-dessus, mais je me dis, mais non, on a des groupes de travail différents. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas rencontrer le groupe de travail du web et du multimédia, parce que nous, on a des groupes de travail agence, et ce n'est pas des groupes qui se parlent, parce qu'ils sont sur des chemins différents. Là, je te dis, déjà, ça démarre mal. C'est-à-dire que notre système, il est bien, et on parlait de nos hubs, et on parlait de nos écosystèmes tout à l'heure, il est bien sur une problématique d'être capable de tisser des liens, parce que les interfaces changent, à la fois sur cette dimension espace, sur cette dimension print et cette dimension web. Et quand on parle de la dimension même web ou interactivité, il y a déjà tellement d'outils qui sont à notre disposition comme support interactif. Chacun a ses propres règles de navigation, ses propres règles de fonctionnement, que de toute façon, on est sur des sujets, en effet, de hub et d'interconnexion entre des flux. Je vais prendre un mini-exemple en 3 minutes qui n'est pas abouti. Qui n'est pas abouti parce qu'on est en cours dessus. Quand on a démarré un travail sur Crédit Agricole d'Île-de-France, il y a 3 ans maintenant, on avait un premier souci qui était déjà, dans le premier temps, d'aller trouver une idée de différenciation. Et on a travaillé autour d'une idée qui était de rendre la banque plus simple. De simplifier l'accès à la banque dans une région un peu compliquée qui est la région parisienne. Et on a accompagné, dans un premier temps, on n'a pas démarré l'identité, ou quel que soit le travail de design, on a travaillé sur l'idée, on a travaillé sur la formulation de l'idée qui aboutit à ce qu'on ait pu démarrer par du vocabulaire, c'est-à-dire on a démarré par du registre d'expression, on a démarré par du tone of voice, c'est ce qu'on appelle. On a démarré par comment ce vocabulaire et la simplicité de vocabulaire peut vivre sur des documents édités, comment du vocabulaire et des outils vont vivre sur du numérique aussi bien par rapport à des boutiques en ligne que sur le site internet transactionnel ou d'information de la banque. Et puis on avait un réseau d'agences, 300 agences, qui avaient en fait des façades qu'on trouvait déjà hyper compliquées par leur nom. Crédit Agricole d'Île-de-France, alors qu'on voulait vendre de la simplicité. Mais déjà, on est la seule agence à avoir jeté son nom de marque. C'est-à-dire qu'on avait une enseigne suffisamment costaud, avec le CA en termes de notoriété et de mémorisation, qu'on a fait tomber Crédit Agricole d'Île-de-France. Et la marque devient uniquement ce CA Île-de-France, les gens disent qu'ils sont au Crédit Agricole. Et même sur les façades aujourd'hui, on n'a plus que banque et assurance et CA, encore une fois, pour nettoyer les signes, pour aller les distribuer d'une autre façon plus simple. Actuellement, on a un travail de fond que je ne vais pas vous montrer, parce qu'on a plein de choses confidentielles là-dessus, aussi bien sur les problématiques du double espace, qui est assez déjà caractéristique et entré dans les mœurs des agences agricoles d'Île-de-France, qui vivent avec 2 vies, le jour et la nuit, et avec une agence qui est sécable, donc qui vient se couper en deux par des systèmes de panneaux glissants, qui permettent d'aller neutraliser une zone qui permet de fonctionner 7 jours sur 7, 6 heures, 22 heures, et une zone par rapport à des jours. On est en train de mettre en place des systèmes sur lesquels, quand on a un pôle accueil, dès qu'on voit qu'un client rentre par la technologie, même s'il fait que rentrer sa carte dans un automate, on a tous les produits que le client a à disposition, qui sont sous la lecture du chargé d'accueil, qui sait qui est entré dans l'agence, qui est en train de voir. Donc on a un travail complet actuellement sur l'usage des interfaces et l'usage de la vie du client à l'intérieur de cette zone. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de sujet, juste pour vous dire, quand on intervient sur un lieu, en fait, on nous demande aujourd'hui d'aller créer une expérience de marque, ce qui est hyper compliqué. En fait, on est amené à fonctionner avec 3 niveaux. On a un premier niveau qui est la problématique fonctionnelle, et ça c'est par rapport au cahier des charges qu'on construit avec le client, c'est fonctionnellement, qu'est-ce que ce lieu doit être capable de faire. On a la problématique de l'argent, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a du cash, il n'y a pas de cash, niveau de sécurité, on a bien des fonctionnalités à traiter. Ensuite, on a une deuxième couche que les agences ont à peu près bien traitée depuis une vingtaine d'années, qui sont les symboles de marque. Vous avez vu que maintenant tous les réseaux bancaires sont à peu près bien identifiés, par des noms, par des logos, par des systèmes de façade.
et que ces symboles de marque rentrent à l'intérieur, on l'a vu sur tous les concepts qu'on a fait. Le troisième niveau, qui est le plus compliqué, c'est celui de l'imaginaire de marque. C'est comment l'assemblage du fonctionnel et du symbole de marque va créer une expérience qui se veut être différente de l'expérience de concurrent. Ce que Groupama nous a montré tout à l'heure, il y a une expérience qui est particulière que normalement je ne vais pas trouver dans une agence LCL ou une agence Société Générale. Et notre problématique à nous, il est bien d'aller conceptualiser et scénariser cette expérience de marque, une forme d'imaginaire qui est complètement intangible, mais qu'on doit être capable de scénariser, nous, avec des supports tangibles. Donc c'est la difficulté de cette bascule permanente de l'idée à la réalité, du passage de l'intangible au tangible. Et on a toujours ce triptyque sur lequel on a besoin de travailler. Aujourd'hui, les fonctionnalités sont à peu près données, elles changent avec les nouveaux médias. Les symboles de marque nous sont à peu près donnés, mais c'est vrai que cette troisième couche un peu molle, est celle qui va faire que les gens se disent j'y suis bien, j'ai été bien accueilli, j'ai été bien reçu, j'ai un bon souvenir. Et n'oublions pas que les agences, si elles sont là aujourd'hui, puisque de plus en plus d'opérations peuvent être faites le soir à la maison, si je pousse a priori les portes de l'agence, c'est rarement pour aller faire des opérations très fonctionnelles sur mon compte, parce que très fonctionnelles sur mon compte, je les ai fait le soir à 10h sur mon canapé à la maison. Donc on est bien obligé d'aller trouver et d'aller scénariser une expérience un peu particulière. Quand on classifie un tout petit peu nos nouveaux lieux d'expérience bancaire, on a deux lignes. On a la ligne à gauche qui passe d'un lieu physique à un lieu virtuel, et une ligne verticale qui traite des problématiques des besoins par rapport à du fonctionnel et du conseil. Et on se retrouve bien en haut à gauche sur nos agences classiques de proximité, qui sont des lieux de conseil et qui sont des lieux physiques. On se retrouve en bas avec des agences qui sont dans des lieux de passage, celles qu'on trouve dans les centres commerciaux, par exemple, qui n'est pas l'agence obligatoirement dans votre quartier, mais vous passez régulièrement par là. Et chacune de ces agences va avoir une zone conseil, une zone automate, qui va se déplacer à un moment verticalement l'une vers l'autre et l'autre vers la première. En haut à droite, on a toutes ces agences virtuelles en ligne. Donc on est dans le virtuel et on est dans le conseil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir rendez-vous après une visite virtuelle de l'agence avec un conseiller, vous avez un rendez-vous téléphonique, c'est toujours le même conseiller. C'est ce qu'on a vu avec Monabank par exemple, des systèmes sur lesquels vous n'avez aucun lieu physique, mais vous avez bien la relation physique avec quelqu'un qui vous est attribué en tant que conseiller. Et puis vous avez en bas à droite des opérations fonctionnelles virtuelles qui vont se faire en ligne via PC avec une forme de nomadisme du PC, et derrière via les téléphones portables qu'on aura dans les quelques années qui viennent, sur lequel là l'outil devient quasiment insignifiant, c'est-à-dire le PC reste gros et le téléphone portable est un outil qui se tient dans la main. Et donc obligatoirement tout ce jeu-là est un jeu qui va cohabiter. Donc on a des niche players qui vont arriver, comme aujourd'hui, qui veut dire moi je prends ce registre-là, moi je prends ce registre-là. On le voit sur Banque Palatine tout à l'heure, c'est un vrai lieu physique et un lieu de conseil. Ça appartient à l'ADN de Palatine. Et puis on a au contraire des marques bancaires qui vont se spécialiser dans un autre canal. Je ne sais pas si vous avez fait des promenades aujourd'hui sur des sites virtuels, à la Monabank par exemple. On a des fausses vraies agences. On a envie de rassurer dans la virtualisation complète un client. Juste un tout petit clin d'œil sur trois postures qu'on nous demande souvent de traiter à l'intérieur d'une agence bancaire, et c'est lié au positionnement, c'est lié à la marque. On est souvent en train de dire, est-ce que le banquier doit se présenter comme le sachant, comme le partenaire ou le commerçant? Et on a souvent un peu ce triptyque-là, qui est de dire, moi par rapport à mon positionnement, bien sûr je veux être tout, mais on sait très bien que faire un concept à un moment, c'est faire des choix. Et on est souvent en train de se promener à l'intérieur de cette notion-là. Est-ce que j'ai une forme de respect encore par le sachant, le métier de la banque, issu du 19e, vous voyez, la construction de l'agence centrale de la Société Générale au 19e, c'est un temple d'ingénierie, il fallait mettre plein la vie, c'est toute la puissance de la banque. Le banquier était là comme on avait l'instituteur et qu'on avait le maire. Donc on avait bien cette dimension du personnage sachant. De plus en plus, on nous a dit que c'est un partenaire, et donc on l'a bien vu. On voit des exercices comme Banque Palatine où on est en train de mettre des partenaires. Et puis il y a assez peu de banques qui sont rentrées dans le commerçant. On le voit un petit peu avec Groupama sur ces logiques de dire c'est un commerce de proximité comme un autre qui est dans la rue, et que je dois pouvoir rentrer même si je ne suis pas client.
quand je vous ai mis un peu 2-3 images sur le sachant, là on est en Grèce sur Geniki Bank, c'est une banque que la Société Générale a achetée, donc elle a remis au concept Société Générale, et sur lequel on a des systèmes de façade sur lequel j'ai des doubles vitrages, j'ai des éléments, j'ai des boucliers entre eux. Je vais montrer ma puissance et en même temps la sécurité parce qu'il y a du cash à l'intérieur et c'est la logique. Encore une fois, des années 60-70, l'agence contient de l'argent, contient du cash, donc j'ai besoin de faire un coffre-fort autour. Aujourd'hui, la disparition du cash dans l'ensemble de l'agence nous permet, bien sûr, de pouvoir aborder les choses différentes. Quand on est sur l'agence partenaire, je vais parvenir sur l'exemple de Banque Palatine, mais avec donc nos colonnes rouges, qui sont des lieux dans lesquels, au contraire, on va fabriquer des cocons de temps de fonctionnement. On a fait un exercice de site pour la Caisse d'épargne au début d'année, qui disait on veut se lancer on veut renforcer notre position sur le marché régional des très petites entreprises et des entreprises. Et on avait conçu un concept, ça n'a pas été plus loin, mais c'était un concept de hub. Encore une fois, qui est de se dire, les très petites entreprises n'ont pas de place chez eux en moyenne pour recevoir nos clients, pour se voir, et on s'est dit, est-ce que l'agence ne peut pas être sur une zone géographique, le lieu sur lequel les petites entreprises sont amenées à se connecter et à se rencontrer? La position d'une chambre de commerce, c'est exactement le sujet qu'on a vu tout à l'heure avec Groupama, et on avait bâti en fait un concept qu'on avait fait une e-room rouge, assez puissant visuellement, à l'intérieur de l'agence, qui est un lieu en fait de connexion et de contact, non pas obligatoirement entre le client et son entreprise et le banquier, mais plutôt à ce que les entreprises puissent entre elles se dire on va se donner rendez-vous là, parce que c'est pratique, moi je suis dans une zone d'activité hyper loin et cet endroit est plus central et m'intéresse. Voilà. Donc il nous fait un peu le rôle de chambre de commerce, des mini-hubs chambres de commerce qui peuvent être portées par les banquiers, les experts comptables dans cette position. Troisième chose sur les commerçants, alors on a vu des exercices apparaître. Je crois que vous avez tous vu le concept à Opéra de ING Direct, sur lequel on est à la limite, on peut Starbucks en ligne, et puis les produits, ils sont en linéaire avec des fleurs, et on va prendre le produit tel quel. Donc on a quitté en effet cette dimension pour entrer dans celle du commerce. Et la dimension du commerce va nous amener à créer des outils de matérialisation du service qui, lui, est en moyenne invisible, et c'est toute notre problématique, c'est comment je passe du service visible à sa matérialisation. Je vais juste, en 4 minutes, vous présenter un exemple qu'on est allé chercher dans l'Oregon, aux États-Unis, qui s'appelle Umka Bank. Umka Bank, c'est une banque régionale dans l'Oregon, notamment le siège est à Portland, et qui est partie d'un principe. C'est une banque, il y a 60 agences, née en 1950. Aujourd'hui, elle est classée 13e dans le classement Fortune de 100 Best Companies to Work For. Donc, qui a pas mal monté, qui se dit en fait, je vais à la fois mélanger le maximum des technologies, mais les technologies ne servent à rien si les gens ne rentrent pas, de toute façon en termes d'expérience à l'intérieur de l'agence, et en fait, je vais fonder l'ensemble de la banque sur ma problématique de communauté. C'est-à-dire, je veux dire que la banque et l'agence est un endroit sur lequel peuvent se retrouver des communautés qui vont partager à un moment une passion commune. Donc, banque locale, banque régionale, et on se retrouve sur régulièrement dans l'agence et présenter une entreprise. Et présenter un client qui se présente lui-même à une communauté potentielle d'autres clients. Et ils ont créé de la même façon des labels de musique, c'est-à-dire qu'ils se sont fait la communauté des musiciens, et les musiciens vont aller organiser des concerts à l'intérieur de l'agence. Donc c'est encore une fois, c'est des thématiques communautaires qui permettent de tisser la relation. Et non pas, et c'est pas du business fonctionnel en disant j'ai besoin d'aller tirer de l'argent ou quoi que ce soit, pas un compte, mais j'ai des sujets extérieurs qui m'amènent, je dirais c'est comme un Facebook, je vais dire ou quoi que ce soit, les gens sont intéressés en moyenne par un même sujet et vont le rendre physique et partager une passion commune à l'intérieur de l'agence. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure par rapport à des expositions de peinture ou quoi que ce soit sur Banque Palatine, mais là ils sont allés à fond, ils sont allés au bout du dispositif. On a des façades retail qui sont complètement transparentes, c'est vraiment, et ils se disent clairement on est à Starbucks, vers le Starbucks de la banque. C'est le temps où je vais y passer un temps agréable, j'ai des éléments, je peux aller bouquiner, je peux aller trucs, il y a un bar, et bon, on est dans cette logique-là, mais encore une fois avec des sources d'intérêt
qui sont ce que les communautés vont organiser ensemble dans cet endroit-là pour aller partager leur passion. Tout ce qui est merchandising est complètement extrait de tout ce qu'on trouve dans l'univers bancaire et s'inspire complètement du commerce. On ne voit rien du tout. Je vous garantis que c'est un bon effet pour aller voir le site de ce support-là. Et bien sûr, ils vont tout de même transformer ça avec des supports physiques. Hein, donc, par exemple, quand ils deviennent éditeurs de musique par rapport à tous les groupes qui vont se rassembler ici. Et c'est la banque qui va prendre en charge physiquement l'édition du label musical. Quand on est sur les produits, on a trouvé un truc assez intéressant. Vous n'avez plus de brochure. Vous avez en fait, tous vos produits sont des objets. C'est des objets RFID, donc c'est des objets qui sont un concept packaging, hein, qui ont une forme, qui a des éléments intérieurs. C'est une boîte avec des éléments intérieurs. Il y a une puce RFID qui est dedans. Et quand vous promenez l'objet en face d'un mur d'écran, vous avez tout le déroulé du produit qui est complètement interactif, qui passe sur l'écran. Et si ça vous intéresse, vous faites print à la fin, vous avez l'imprimante et vous avez le livret de produit qui sort derrière. Hein, donc là, on a bien une logique d'aller dématérialiser. Et c'est ces petites coques plastiques, c'est ces petits objets qui sont posés sur la table et qui, de façon magique, dès que vous les soulevez, en fait, va déclencher des mécanismes multimédia dans l'agence. Et puis, bien sûr, vous avez plusieurs sites web qui cohabitent dans cette banque, avec autour d'un site web institutionnel, tous les discours de communauté, hein, Save Hard, Spend Smart par exemple, vous avez une communauté qui est autour de ça, et donc il y a plein de sites de communauté qui s'enclenchent autour de support. Voilà, un tout petit peu un petit coup d'œil de gens qui sont allés assez loin dans ce qu'on est en train de chercher, et c'est vrai qu'en France, hein, on voit qu'on n'est pas encore complètement au bout de l'exercice, et puis il y a des clients qui sont prêts à faire l'exercice. On sera ravis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça nous laisse du temps pour les questions publiques. On voit bien à la fois les questions, à la fois les questions transverses et les questions spécifiques. Hein. J'ai pu nommer sur la matérialisation du service, Groupama, les codes de la distribution, le tropisme, les notions statutaires. Et en même temps, il y a des questions transverses dont on a envie de savoir. Je pense aux ventes, par exemple. Ça n'a pas été abordé beaucoup. C'est quoi les ventes derrière? C'est quoi la rétention des clients? C'est quoi la fidélisation des clients? C'est quoi les perceptions derrière ça? Ça semble intéressant. Alors, je ne sais pas qui pourrait commencer sur cette notion-là. Groupama, par exemple, si vous voulez vous passer le micro. Je vous en donne un aussi, puis réagissez, n'hésitez pas. Alors, un sur les ventes, effectivement, et puis sur la notion que j'abordais, et puis on partagera avec le public, sur la notion de pourquoi les codes de la distribution. Si vous demandez à un directeur opérationnel, un responsable du business de vous parler des ventes, vous avez un sacré challenge parce que je risque de ne jamais vous redonner le micro. Parce que tout ce que l'on a fait... C'est qu'il n'est pas en confiance. Non, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a vu là, il y a un seul objectif. C'est les ventes. Je me faisais une réflexion en regardant les différents slides. Alors, un peu provoque, mais j'aime bien. Pas une seule fois j'ai vu le terme de vendeur sur les slides. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça prouve qu'on est encore en France. En France, on conseille. De là à vendre, c'est un autre débat. Enfin, quelque part, il y a une vraie réflexion culturelle par rapport à ça. Et vous regarderez après les slides, il n'y a pas une seule fois le terme de... Vous disiez, on n'a pas parlé de vente. Il n'y a pas vendeur. On a parlé de commerçant à un moment. Ah voilà, effectivement. Et j'irai revenir là-dessus, parce que ça fait le lien, à un moment donné, à ce qu'on a voulu faire au niveau de Groupama. Alors maintenant, en termes de business, nous avons, nous, une particularité par rapport à ce que l'on a évoqué, c'est tout simplement qu'on n'a pas de clients. C'est-à-dire que notre projet est non pas un projet de transformation par rapport à un portefeuille existant. Je l'ai évoqué, il y en a déjà 15 000 sur Paris, mais l'objectif n'est pas par rapport à eux, on les traite. L'objectif, c'est un projet de prospection. Dans un projet de prospection, tout l'enjeu, c'est la génération d'activité. Car très concrètement, vous pouvez avoir la meilleure coque que vous voulez, vous pouvez avoir une offre extraordinaire. Si vous n'avez pas un client et un vendeur, dans le cadre d'un entretien, qu'il soit virtuel par le net ou qu'il soit physique, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, l'objectif de l'agence en tant que telle a été justement travailler par rapport à ça. Quand on dit on veut faire transparent, ça ne veut pas dire tout simplement qu'on veut se montrer. Genre, on n'a pas ce côté narcissique qui fait que regardez-moi comme je suis beau. Surtout que vous avez remarqué, mais nous ne sommes pas dans un domaine où l'achat-passion est quand même véritablement extraordinaire. Genre, voilà, acheter un service d'assurance ou de banque, entre nous, j'espère que vous avez autre chose à faire le samedi après-midi ou dans la semaine. C'est quand même, il y a mieux à faire dans la vie. On en parle.
On en parle, il faut. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on voulait justement sortir un peu de ces codes et aller vers la notion de commerçant. Alors vous l'avez évoqué, c'est quoi le commerçant? C'est le gars qui est installé dans le quartier, c'est le gars qui a une vitrine, c'est le gars qui a des produits, et c'est celui qui est ouvert. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu démontrer au travers des éléments. Le point, alors, ça donne quoi en termes de vente? Je vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais si vous avez le net, vous allez sur notre site internet et vous aurez tout ce que vous voulez, puisque les entreprises sont des personnes qui veulent absolument tout dire et donc tout montrer par le net. Mais 6 mois ou 1 an après, très concrètement, on est dans le business plan. On est dans le business plan, on a manifestement un trafic qui est large. Quand je parle de trafic, je parle de personnes qui rentrent dans l'agence, vous l'avez cité tout à l'heure, qui rentrent dans l'agence toutes seules. On ne les a pas fait venir. Notre job le plus compliqué, c'est de les faire venir. Mais en dehors de ça, effectivement, nous avons des prospects qui ouvrent la porte, enfin, même si la porte s'ouvre automatiquement, qui rentrent dans l'agence. Ce trafic est 3-4 fois supérieur à ce qu'on peut avoir à une agence, je dirais, telle qu'on a dans les 1000 ou 2000 agences par ailleurs en France. Ce trafic de prospects. Le seul petit problème, c'est qu'il n'est en aucun cas suffisant à faire le business et en aucun cas suffisant pour atteindre nos objectifs du business plan. Et ça, on le savait. En d'autres termes, s'il suffit de mettre une boutique, une splendide boutique, de mettre 3 personnes à l'intérieur, si possible pas trop moche, et d'attendre que le client arrive, le métier serait extraordinaire, et nous, en tant que manager, on ne serait pas payé le prix qu'on est payé pour essayer de faire des ventes. Donc, de toute façon, ça marche différemment. Monsieur, vous avez une question? Oui. En fait, j'irais dans le sens de ta question, Xavier, plus généralement. C'est que nous, depuis qu'on a commencé à travailler sur les questions d'innovation et bien sûr de design, on s'intéresse notamment à identifier les outils de mesure des résultats. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez des outils de mesure? C'est-à-dire, est-ce que vous avez établi des critères spécifiques qui tentent à démontrer que tel design est meilleur qu'un autre en termes de mesures concrètes sur un critère ou sur un autre? Ça peut être des enquêtes qui permettent de donner un avis avant même de passer au chiffre d'affaires ou autre. Et ce sont des questions qui nous paraissent moins importantes parce que ce que l'on a pu repérer justement dans une approche du design, même y compris sur des produits, c'est que souvent on est dans l'intuitif. Au mieux, l'intuitif du designer rejoint l'intuitif du manager, ou pire, l'intuitif du designer va de son côté et le manager va ailleurs parce qu'il ne sait pas nécessairement mobiliser cette ressource-là parce qu'il ne la comprend pas. Et dans tous les cas, on dépense beaucoup d'argent sans être du tout certain d'arriver à des résultats. Je parle sur une période longue et je parle de tous ceux qui ne sont pas assistés par des gens comme Dragon. Non, juste, moi, je vais raisonner de 2 choses. En architecture commerciale classique, c'est-à-dire point de vente, boutique, qui a des produits à vendre, là-dessus, on voit exactement, c'est parfaitement mesuré, la force du design, en disant sur un lieu existant, le chiffre d'affaires avant, le chiffre d'affaires après. On voit que les concepts... C'est le seul critère. Oui, si je suis hyper basique en disant ce magasin était là avant, il a changé, il n'a pas changé de lieu, il vend la même chose, à peu près au même client, on a des concepts quand on fait... Donc on n'a pas développé des outils plus sophistiqués. Non mais là j'ai dit, on a des questions à un moment purement mécaniques, qu'on arrive à voir, et on dit, le post-design, sur une refonte de points de vente, a permis de faire augmenter le chiffre d'affaires de... Je peux vous donner par exemple, Histoire d'Or, 220 magasins, moyenne de refonte avant-après, plus 25% d'augmentation. On s'est isolé, par exemple, l'effort de formation qu'on aura fait pour que le personnel... Exactement. Là, on est sur un élément. Alors après, encore une fois, tout est connecté ensemble parce que une équipe de vente va vendre différemment dans un lieu différent. C'est ça donc elle a été formée. Mais donc c'est les différents critères. Essayer d'avoir une approche analytique précise pour avoir des façons justement de mesurer ces choses-là. C'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. On est parfaitement capable, effectivement, de mesurer le trafic. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour nous, c'est essentiel. Quel est le trafic généré par l'outil en tant que tel? L'agence, non pas celui qu'on va générer parce qu'on va faire venir, qui est celui généré par ça. On est capable d'écouter nos clients. On est capable de les interroger. On est capable d'avoir leur ressenti. Pourquoi vous êtes rentré? Qu'est-ce qui a fait que? Et ça, on le fait régulièrement. Maintenant, il y a un point qui est fondamental, vous l'avez évoqué. Tout ça, si on ne travaille pas, au moins de manière aussi importante, sur l'être humain, c'est-à-dire la force de vente, qui doit s'approprier, parce que c'est gentil de faire tout ce qu'on a fait, mais c'est sympa, c'est pas nous qui travaillons. Je veux dire, si on n'a pas cette capacité, je ne suis pas persuadé du résultat. Pour être très clair et pour être totalement honnête, nous, quand on a lancé notre truc, on s'est dit, le forum, c'est vachement bien, c'est une grande idée,
Sauf que si ça se trouve, tous les commerciaux, dès qu'ils vont voir avec le client, tous les commerciaux, on va aller tout de suite se mettre dans l'office au fond d'agence, et puis on n'aura strictement rien changé. Ben, très concrètement, un indicateur, on est capable aujourd'hui, nous, de savoir où on fait les ventes. Et on fait plus de 50% de nos ventes sur le forum. Voilà un indicateur, voilà un exemple très concret. Ceci dit, ce n'est pas uniquement le forum, c'est parce qu'on a intégré à la formation du réseau la capacité à se mouvoir dans l'agence. Je dis toujours au réseau, sachez utiliser l'agence. L'agence ne fera pas vente. Sachez être malin avec l'agence. Vous avez un formidable outil, il faut savoir l'utiliser. Ma dernière question, qui va dans ce sens-là, est-ce que vous trouveriez utile, justement, que des outils soient développés pour y voir plus clair et avoir des éléments de décision plus objectifs par rapport aux différents choix? C'est certain que des outils seraient utiles, mais honnêtement, la part du design dans l'ensemble d'une transformation de réseau est finalement assez faible. Mais on sait qu'elle est importante, c'est comme la marque, c'est comme le logo. Mais le coût du dessin de la marque, même si c'est fondamental, c'est très faible par rapport à toute l'utilisation publicitaire qui va en être faite. Donc oui, ça influence, mais l'isoler, ça paraît vraiment pas possible. C'est le réseau. Enfin, il faudrait qu'on ait les moyens de faire le même processus commercial, la même formation des vendeurs, la même position de l'agence dans une ville, puisque enfin, ça encore, ça peut se simuler. Mais il faudrait répliquer en fait une agence avec plusieurs designs différents. Bon, en tout cas, on n'en est pas là encore dans nos réflexions. On n'en est pas encore là dans nos réflexions. Et là, vous avez raison, c'est pas pour mesurer. Mais il y a beaucoup de choses un critère design à contrôler. C'est, comme vous dites, les différents critères, l'importance de l'ensemble des possibles leviers, hein, bien sûr. Pas un levier. Et puis, on sait aussi que dans toute transformation, quel que soit l'objet de la transformation, la nouveauté marche parce que c'est une nouveauté. Même avec un design abominable, vous repeignez l'agence et ça marche. C'est bon, peut-être pas longtemps. Et ça pourrait marcher mieux peut-être, mais c'est mieux qu'avant. Un design abominable sur une agence ouvrière. Je vais tenter là pour voir. Pour tester. Pour avoir je réponds juste là-dessus par rapport à la problématique de temps et d'argent. Hein, qui est de se dire, idéalement, je voudrais pouvoir faire 2 prototypes dans le même quartier, mais en fait, ça n'existe jamais. Parce qu'on va toujours reproduire dans un même quartier, parce qu'après, il y a la problématique du quartier, la structure démographique du quartier. Donc, on ne va pas poser 2 agences à 2 rues d'écart, qu'on va faire fonctionner non pas pendant 6 mois, mais pendant au moins 1 an, suivre l'ensemble du système, monter tout en double. Moi, s'il y a des clients qui essaient de faire ça, je suis ravi. Sauf qu'en moyenne, c'est comme ça, c'est qu'on démarre en disant, dans 12 mois, on a une agence qui tourne dans l'ensemble du plan de fonctionnement. Et quand on réussit à vivre ça, en fait, les gens, le métier qui est capable d'aller pomper ça exactement, c'est le métier du marketing direct. Qui a suffisamment de récurrence dans l'émission de ces messages pour être capable, et on le sait très bien, on avait très longtemps avec Direct Assurance par exemple, si la voiture est rouge sur l'image, je vais avoir 4% de retour de trafic de plus que si la voiture est jaune. Et ça, cet élément-là, puisqu'on sort des messages à très grande vitesse et à très grande récurrence, on est capable d'aller point par point essayer de sortir. Mais la question de la formation, de l'usage, du temps, je veux dire, vous testez un concept de prêt-à-porter et vous testez sur un mois de mai pourri ou un mois de mai il fait beau, ce concept il ne pourra rien faire. Enfin, c'est bien le temps qui est à l'extérieur, facteur exogène, qui va avoir une influence dessus. Mais si cette question est posée, c'est que, évidemment, derrière, on parle des ventes, mais on parle du coût que ça peut avoir. On n'a pas parlé du coût non plus. Combien coûte une... Alors, quand on a sur les concept stores, et je ne sais pas, mais quand on a sur les concept stores la volonté de véhiculer une marque, on n'a pas une volonté de véhiculer des ventes. C'est toute la différence entre le concept store et ce qu'on a montré. Exactement, oui. On n'est pas dans le flagship. Mais la notion toutefois de rénovation qui peut aller jusqu'à des lettres en or, ou à chaque fois, on a une augmentation du design complet. Une augmentation en haut de gamme, avec forcément des coûts supplémentaires. Donc ça peut poser ces questions. Le premier avait la main, c'est à vous. Phénomène. Donc, oui. Juste, je voudrais faire quelques petites remarques, si je me permets. Donc, première chose, je suis du centre du design Rhône-Alpes. Sur la mesure de la performance du design,
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez les ateliers de la recherche en design qui se passent en même temps à quelques kilomètres d'ici. Alain Findely, qui est une des pierres angulaires de la recherche en design, dans un article qu'on a rédigé il n'y a pas très longtemps, décrivait la recherche en design comme une couronne de pain. Donc vous avez le pain tout autour et puis au milieu il y a un trou. Voilà, la recherche en design aujourd'hui, c'est ça. C'est un métier sur lequel il y a beaucoup de recherche périphérique au design, mais sur le design en lui-même, il n'y a pas. Donc c'est très difficile d'évaluer un design et d'évaluer la performance du design. Simplement aujourd'hui, il n'y a pas les outils en design pour le faire, cette mesure. Alors on les trouve un petit peu chez nos amis de Decathlon, Philippe Picot ou d'autres, qui ont mis en place des choses, mais qui sont plus du côté industriel. Dans la partie aménagement d'espace, effectivement, on peut mesurer le avant, le après, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont peut-être difficiles à isoler parfois. Alors, simplement, moi je suis très content qu'enfin à midi, et merci M. Deberg, on a cité une agence et une vraie innovation dans la relation et dans l'expérience utilisateur qu'est chez ING. Voilà, c'est ça pour moi aujourd'hui, et l'autre que vous avez cité qui est aussi très intéressante. Moi je voulais poser une question à nos intervenants, c'est pour vous, et j'ai compris que le sujet aujourd'hui c'était le design management, donc aussi la part du design dans le management de l'innovation, c'est comment qualifiez-vous la part du design dans le management de votre innovation ou dans l'innovation? Qu'est-ce que vous a apporté le design sur vos innovations et sur le management de vos innovations? Et puis juste une petite anecdote pour M. Visser. J'ai essayé d'être un de vos clients. J'ai abandonné au bout de 2 heures au téléphone avec le call center. Et après un rendez-vous, je suis arrivé devant un rideau qui était fermé. Donc c'est juste un retour. J'ai failli être un client, un utilisateur. Et c'est vrai que je vous ai un petit peu interpellé avant la réunion en vous disant, chez vous, il y a combien de designers? Comment envisagez-vous et comment travaillez-vous le design de l'expérience? Voilà une expérience qui serait intéressante de décortiquer. Je suis à votre disposition. Et c'est ça, hein, ce que peut vous apporter le design, et c'était très très bien dit par Christian Deberg, sur les 2 derniers exemples, c'est ce scénario, cette étude ou cette proposition de scénario d'usage, et puis autour tout ce qui est mis. Et en conclusion de mes questions, donc, ce qui a été bien traité aujourd'hui, c'est la partie opérationnelle du design, c'est comment on va construire un joli meuble qui va représenter toute l'innovation dans une agence de banque, et je trouve ça très intéressant. Mais par contre, ce qui n'a pas été traité du tout, et ça vraiment je suis un petit peu atterré, et puis en même temps je trouve ça bien dommage, c'est la part du design dans la stratégie, et la part du design dans la prospective. Puisque c'est quand même les 2 principaux apports du design, c'est pas la cerise qu'on met sur le gâteau, c'est justement dessiner ces nouvelles relations utilisateurs. Donc ma question c'est, dans vos stratégies d'innovation, dans votre management de l'innovation, comment qualifiez-vous l'apport du design? Combien vous avez de designers intégrés chez vous? Parce qu'avec tout le nombre de salariés vous avez forcément plein de designers. Voilà, donc ce sont mes questions, s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes. Donc, c'est une grosse question, et probablement qu'il y a une ou deux dans le... Alors, une réponse courte, je ne crois pas qu'on est designer en interne, parce que justement, avec des partenaires externes, on pense qu'on a plus d'idées, plus d'innovations, qui peuvent d'ailleurs venir d'autres industries, et c'est important pour nous de ne pas rester enfermés dans nos modèles bancaires, et je crois qu'on a vraiment besoin de s'ouvrir. Donc le partenaire externe, ça me paraît indispensable. Alors, dans le projet ukrainien sur lequel j'ai activement travaillé, je crois que le design, en fait, a réussi à mettre en scène pour le client, pour l'extérieur, combien ce qu'on proposait était nouveau. C'est-à-dire qu'on a transformé tous les processus, etc. Mais ça, le client le verra peut-être au bout s'il devient client déjà, et s'il utilise les produits, s'il analyse, etc., s'il se rend compte que son crédit lui est accordé plus rapidement, etc. Mais bon, on ne va pas lui parler de notre processus industriel pour le conquérir. Et le design, par contre, c'est vraiment la vitrine. Enfin, c'est ce que le client voit et qui doit être à l'image de la transformation qu'on a faite. Et on a voulu vraiment faire un statement fort en ayant un design aussi différent de ce qu'on avait avant. Je ne sais pas si ça... c'est sans doute pas tout ce qu'on peut faire avec le design, mais en tout cas pour nous c'était important pour ça. Enfin, en tout cas pour Groupama, Direction Innovation, on s'appuie, on a l'appui d'un designer, enfin d'une designer, et dans le cadre de nos travaux de think tank justement, donc de cercle de réflexion, pour justement réfléchir à demain la nouvelle agence ou espace de vie ou
de commercial, je dirais, de la TPE-PME, je dirais qu'on s'appuie quand même sur un designer qui nous aide. Et surtout, on va lancer bientôt un concours d'architecture avec des étudiants de certaines grandes écoles pour justement réaliser une maquette de ce futur concept. Donc, conceptualiser comment demain la TPE va consommer les prestations et services. Donc on a vraiment... Non, tout à fait, moi j'ai été assez rapide parce qu'effectivement, nous on en est encore au concept surtout, et on ne va pas non plus dévoiler tous les résultats du groupe de travail. Et donc en fait, on a planté les jalons et on va récolter plus tard les fruits, et rendez-vous peut-être dans quelques mois éventuellement pour l'avancée des travaux. Mais en tout cas, sachez qu'effectivement, dans notre entourage, nous avons les designers et on s'occupe de l'enveloppe, mais comme disait Patrick Bessier, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a le cœur de réacteur, sachant que derrière il y a la relation commerciale. Non seulement il y a du multicanal, donc vous avez le lieu physique, il y a l'espace virtuel qui est là mais en appui, et la relation commerciale aussi, du commercial qui accueille le client dans l'espace ou qui va aussi au cœur de la TPE-PME, et donc cette relation n'est pas à oublier. C'est le cœur quand même du réacteur, je tiens à le dire. Alors, il y a une question là, je voudrais juste spécifier, parce que dans votre question, il y avait une question qui nous était indirectement adressée sur le reste du design. Non, mais très rapidement, simplement pour dire que, effectivement, notre propos sur le design management, qui existe maintenant depuis plus de 4 ans, qui d'ailleurs, vous soulignez effectivement une autre manifestation avec le DMI, nous sommes également en partenariat avec le DMI sur cette manifestation aujourd'hui, et que nous questionnons à l'occasion des matins d'innovation, systématiquement les questions du design management, design dans la stratégie, et nous ne la réduisons pas, évidemment, à cette table ronde ou cette journée. Voilà. Votre question, monsieur. C'est juste un témoignage pour répondre à la question de monsieur. Je suis responsable d'innovation chez les Paris Assurance, et on va s'inspirer chez nous du design en tant que mode de conception de l'innovation. Et la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de parler effectivement d'expérience client, de parler plus de produits d'assurance, mais de service assurance. Et donc toute notre réflexion de créativité va essayer de s'inspirer plus aussi du design, enfin du travail que vous avez sur les produits, sur les espaces. Et j'en veux pour preuve un petit exercice qu'on a fait récemment, c'est que nous avons demandé à nos innovateurs de produire des idées sous forme de protocepts. C'est-à-dire en gros des prototypes de concepts. Mais en gros, nous avons demandé de matérialiser leurs nouveaux produits d'assurance à travers des objets, des créations. Et ça a été riche en matière d'enseignement, riche en matière de créativité. Donc voilà, je pense qu'on apprend beaucoup de cette expérience du processus de pensée même du design, de création. Et on a essayé de l'intégrer ça, nous, dans notre management de l'innovation. C'était juste une illustration. Typiquement, ce genre de choses que l'on veut multiplier au travers de notre Innovation Lab et Action Factory à venir, parce que ça nous paraît être aussi important. On peut prendre une dernière question si vous avez, pour rester dans le timing de l'après-midi. Quelqu'un? Une question? Une réaction des intervenants? Pas sur cette question dernière, mais... Juste pour bien répondre à votre question, enfin dans le projet Palatine, l'innovation se fait uniquement, quasiment à travers le design. L'innovation, elle n'est pas technologique, elle est dans le design, dans tout le design de l'agence, dans le design du bureau, dans le design de la circulation, dans le design de l'accueil. Donc là, c'est vraiment le design au service de l'innovation. Merci beaucoup à tous de votre... Évidemment, je peux vous inviter à vous... On se retrouve dans 1 heure pour faire la présentation de ce newsletter Design, la table ronde, ensuite sur le design thinking pour prendre sous un angle différent la notion de design thinking et de design. Merci, à tout à l'heure.